Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine Santé de VOA Afrique. Au micro, je suis Rosine Mounezero et je serai en compagnie de Mohamedou Oumfa pour la co-présentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des faux médicaments. En Afrique, selon l'OMS, près d'un tiers des médicaments utilisés sont illicites ou contrefaits. La situation est plus grave en RDC. Tunguna Mascoti Etienne. 40% des médicaments qui circulent à Kinshasa ne sont pas conformes à la consommation, si vous voulez. Et ça, c'est une étude récente qui a été réalisée par le ministère de la Santé lui-même. Et pourtant, les autorités congolaises ne cessent de mener des opérations de régulation et de contrôle. Daniel Ngeleka. Nous avons aussi ce qu'on appelle la surveillance du marché. Régulièrement, on passe à tous les établissements pour pouvoir prélever les échantillons, on les fait analyser. Les réponses aux questions que vous nous avez adressées, ce sera dans la rubrique À vous la parole avec le docteur Armand Genkap. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par l'actualité et nous recevons pour cela Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Lutte contre le VIH-Sida, un pas de plus dans la recherche. Des chercheurs français ont trouvé un moyen de détecter les virus cachés dans l'organisme. En effet, ces chercheurs français ont précisément trouvé un moyen de repérer les cellules sanguines réservoirs qui servent de cachette au virus du sida, ce qui offre selon eux une nouvelle piste pour éliminer le virus de l'organisme des séropositifs traités. Cette découverte ouvre la voie à une meilleure connaissance fondamentale des réservoirs viraux. À plus long terme, elle devrait déboucher sur une stratégie thérapeutique visant à éliminer de l'organisme le virus latent, a annoncé le Centre national de la recherche scientifique de France. Alors Firmin, c'est quoi ces réservoirs de virus dont parlent les chercheurs? Mohamedou, une petite proportion des cellules du système immunitaire des globules blancs abritent le virus dormant et lui permettent de ressurgir et de proliférer après l'arrêt du traitement. Ce sont ces cellules que les chercheurs ont étudiées. L'infection par VIH entraîne une réduction progressive du nombre des dites cellules dans le sang en l'absence de traitement. Or, ces cellules sont très importantes pour le système de défense de notre organisme car ils permettent d'éliminer les corps étrangers qui provoquent des maladies chez l'homme. On poursuit par le Burundi. Là-bas, les autorités gouvernementales déclarent que le pays fait face à une épidémie de paludisme. En effet, Mohamedou, quelques 1,8 million de cas ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année. S'appuyant sur un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS, la ministre burundaise de la Santé, Josiane Nijimbere, a confirmé lundi que le Burundi fait face à une épidémie de paludisme. Selon l'OMS, 1,8 million de cas, ce qui inclut les récidives, ont été recensés du 1er janvier au 10 mars 2017, ce qui représente une augmentation de 17% par rapport à la même période de l'année passée. Quelques 700 décès ont été enregistrés selon les autorités burundaises. Alors Firmin, une situation alarmante, d'autant plus que selon des sources onusiennes et médicales, les stocks de médicaments contre le paludisme sont pratiquement épuisés au Burundi. Tout à fait, Mohamedou. Une de ces sources, sous couvert d'anonymat, a confié à l'agence France Presse que la principale priorité est de s'approvisionner en médicaments pour faire face à cette épidémie. La ministre de la Santé, Mme Nijimbere, a estimé à 31 millions de dollars, soit 29 millions d'euros, le coût de la lutte contre le paludisme et a lancé un appel vibrant à tous les partenaires pour qu'ils soutiennent en cette période d'épidémie qui, comme elle le dit, constitue une grande urgence de santé publique. La crise politique que traverse le pays depuis mai 2015 a par ailleurs entraîné des réductions budgétaires massives. Le budget de la santé ayant ainsi baissé de 54% en 2016 par rapport à l'année précédente. Le Burundi, un pays de montagne, était auparavant peu affecté par le paludisme. Mais la situation a évolué avec le changement climatique, la multiplication des marais pour la riziculture et la mauvaise utilisation de la moustiquaire. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. La suite de ce tour d'horizon de l'actualité, c'est au Sénégal où le paludisme a drastiquement reculé et a même disparu dans certaines régions du pays. C'est en tout cas ce qu'a soutenu le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal, le docteur Oumar Sarr, le 14 mars dernier. Cela a pu être possible grâce aux efforts combinés de l'État du Sénégal, du ministère de la Santé et de l'Action sociale et de leurs partenaires, a-t-il révélé.
C'était au sortir d'une audience qu'il a accordée à une délégation de Life and Livelihood Fund, LLF, un fonds de la Banque islamique de développement. Alors Firmin, comment le Sénégal est-il parvenu à ce résultat? Mohamedou, le programme national de lutte contre le paludisme a mis sur pied plusieurs stratégies. Parmi celles-ci, des campagnes de distribution de masses de moustiquaires imprégnés, les visites porte à porte pour les recensements des couchages et des personnes vivant dans les ménages, les campagnes d'aspersion d'insecticides dans les domiciles, la chimioprévention du paludisme saisonnier à travers la distribution des médicaments antipaludiques avant et pendant les saisons de pluie, le renforcement des capacités des acteurs du niveau opérationnel et communautaire pour ne citer que ces mesures. Selon le Dr Sarr, le Sénégal se projette vers l'élimination du paludisme d'ici 2030. Un objectif qui ne sera atteint que si les interventions communautaires sont renforcées. Merci Firmin. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité par cette mobilisation de la diaspora camerounaise à l'occasion de la Journée mondiale de la santé qui se déroule le 7 avril prochain. Une rencontre des experts de la santé sera organisée le lendemain, c'est-à-dire le 8 avril prochain, en France. L'objectif est de mobiliser l'expertise du pays pour réfléchir sur les problèmes de santé au Cameroun. Le docteur Amang Genkap est l'un des organisateurs de cette rencontre. Il nous parle des sujets qui y seront abordés. Le symposium s'articule sur 4 thématiques. L'état des lieux du système sanitaire au Cameroun, le panorama de la démographie médicale au Cameroun et dans sa diaspora, la gestion des catastrophes sanitaires au Cameroun et la 4e thématique concerne la prise en charge des AVC au Cameroun, un thème qui m'est très très cher. Ce symposium est organisé par l'Association des médecins camerounais de France, en abrégé MEDCAM France, et placé sous le haut patronage de l'ambassadeur du Cameroun en France, M. Samuel Vondo Ayolo, et en partenariat avec la représentation de l'Ordre national des médecins du Cameroun de France. L'objectif de ce symposium est de mobiliser toute l'expertise et les compétences de la diaspora médicale camerounaise afin de réfléchir tous ensemble sur les enjeux et défis sanitaires auxquels sont confrontés le Cameroun. Je rappelle que la participation à ce symposium est gratuite, mais une inscription préalable sur le site de l'Association des médecins camerounais de France, à savoir www.medcamfrance.fr, est indispensable compte tenu du fait que le nombre de places est limité. Le symposium aura lieu ce 8 avril 2017, c'est un samedi, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, de 13h à 18h à l'ambassade du Cameroun en France, dans sa salle des banquets. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous le disions au début de ce programme, les faux médicaments sont un problème de santé publique en Afrique en général et en RDC en particulier. En 2015, par exemple, Médecins sans frontières signalait que plus de 1000 personnes avaient été hospitalisées dans une région reculée de la RDC après avoir été intoxiquées par des médicaments falsifiés ou mal étiquetés. Selon une étude du ministère congolais de la Santé, environ 40% des médicaments qui circulent dans la capitale Kinshasa sont impropres à la consommation. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, examiner les causes et les conséquences de l'utilisation des faux médicaments dans ce pays, nous recevons comme invité Tunguna Mascoti Etienne, secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens de RDC. Il est au micro de notre correspondante Chouchou Kaoa. Oui, d'abord, madame, il faut dire que le problème est sérieux en RDC jusqu'à tel point que c'est un problème qui devrait être considéré comme un problème de santé publique. Il faut comprendre qu'il y a effectivité des soins de santé si il y a des médicaments et les médicaments de bonne qualité. Malheureusement, en RDC, au regard d'une étude récente qui a été organisée, 40% des médicaments qui circulent à Kinshasa ne sont pas conformes à la consommation, si vous voulez. Et ça, c'est une étude récente qui a été réalisée par le ministère de la Santé lui-même, à travers la direction de pharmacie et médicaments du ministère de la Santé. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, M. Etienne, y a-t-il un moyen pour le profane de reconnaître un faux médicament? Oui, lorsque vous entrez dans une officine, dans une pharmacie, si vous voulez,
où vous ne pouvez pas trouver un personnel qualifié, n'est-ce pas? Et donc, attendez-vous à avoir un médicament qui ne puisse pas vraiment être de bonne qualité. Vous entrez dans une pharmacie qui ne dispose d'aucun moyen, si vous voulez, de conservation des médicaments. Attendez-vous à des médicaments qui ne répondent vraiment pas à la qualité, qui ne puissent pas réellement vous servir. Déjà, à partir de l'infrastructure qui abrite la pharmacie, il faut comprendre que ça peut déjà vous donner une idée sur la qualité des médicaments qui s'y trouvent. Et la lutte de l'ordre des pharmaciens dans tout ça pour éradiquer cette pratique? Bien, je crois que l'ordre des pharmaciens venait de réaliser une enquête sur l'exercice de la pharmacie en RDC. Et le tableau est sombre. Et à l'issue de cette enquête, l'ordre des pharmaciens a proposé un plan de redressement du secteur. Je crois que le ministère devrait s'en approprier pour pouvoir le mettre en œuvre et voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer la qualité des services pharmaceutiques dans notre pays. Et la lutte en soi que vous faites, vous, l'ordre des pharmaciens, c'est... Oui, normalement, l'ordre des pharmaciens devrait s'investir beaucoup plus dans la sensibilisation de la population. Et la sensibilisation de la population, vous comprenez qu'elle nécessite suffisamment de moyens financiers. L'ordre de pharmacien ne reçoit aucun rond du gouvernement pour son fonctionnement. Et c'est vraiment difficile qu'il puisse réellement jouer son rôle de sensibilisateur de la population sur l'usage rationnel de médicaments. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que le gouvernement congolais vous accompagne dans votre lutte? Non, je vous ai dit tantôt ici que le gouvernement n'a jamais accompagné l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens a mené une enquête et à l'issue de cette enquête, il y a eu un plan qui a été élaboré, un plan de redressement du secteur. Mais le gouvernement ne s'en est jamais approprié. Vous comprenez? Et donc, si le gouvernement pouvait accompagner, surtout du point de vue financier, l'ordre des pharmaciens, je crois que l'ordre des pharmaciens pourra effectivement jouer son rôle de sensibilisateur, si vous voulez, de la population pour le changement de comportement. Puisque c'est tout ce que l'ordre de pharmaciens peut faire, c'est la sensibilisation de la population sur l'utilisation responsable des médicaments et autres produits pharmaceutiques. Est-ce que vous avez pu énumérer, M. Etienne, dans votre organisme, combien de pharmacies existent en RDC et combien sont reconnues et qui sont dans les normes? Voilà encore un autre problème. Je crois que dans notre plan de redressement, la première des choses qu'il faut faire, c'est de cartographier les structures pharmaceutiques, d'avoir le nombre exact de tous les établissements pharmaceutiques qui existent dans notre pays, leur emplacement, elles sont installées où. La première des choses que le ministère de la Santé devrait faire, c'est d'avoir une cartographie. Mais jusqu'à ces jours, je peux vous dire que il est difficile d'avoir un nombre exact de structures pharmaceutiques qui puissent exister en RDC. Et ça, c'est de la responsabilité du ministère. Nous attendons que si le gouvernement pense que l'ordre des pharmaciens doit faire ça, au fait, alors le gouvernement devra disposer de moyens ou devra rendre disponibles des moyens conséquents pour que l'ordre des pharmaciens fasse ce travail. Donc à ces jours, nous ne connaissons vraiment pas un nombre exact, n'est-ce pas, des éléments pharmaceutiques qui existent dans notre pays. Approximativement même? C'est très difficile. Je ne peux pas, parce que le pays a des dimensions presque continentales. Il est vraiment difficile de pouvoir imaginer un chiffre par rapport à ça. Et peut-être pour terminer, M. Etienne, quelles sont les conditions pour qu'une pharmacie soit reconnue dans la plateforme? D'abord, toutes les conditions sont définies dans la réglementation. D'abord, vous devez disposer d'un pharmacien parce que l'autorisation même d'ouverture d'une établissement pharmaceutique est octroyée à un pharmacien. Puisque vous savez, la profession de pharmacien, c'est une profession liée à une déontologie. Et donc, le commun des mortels ne connaît pas ce que c'est réellement un médicament. Et donc, si vous prenez n'importe qui, quelqu'un qui n'a pas été formé au préalable pour pouvoir dispenser les médicaments à la population, il peut donner n'importe quoi. Si il n'est pas soumis à une éthique professionnelle, il peut faire n'importe quoi. Voilà pourquoi nous, disons, la loi dispose qu'il faut que vous ayez d'abord un pharmacien. Le pharmacien devra s'adresser à l'autorité locale pour pouvoir demander, solliciter, si vous voulez, un avis d'implantation. Au niveau local, si l'avis d'implantation est donné, bien sûr, le niveau local devra s'assurer que les infrastructures, n'est-ce pas, conviennent et même le projet d'investissement est normal à ce moment-là. On octroie un avis d'implantation et après, ça sera une autorisation d'ouverture
par le ministre national de la Santé. C'est peut-être une occasion d'interpeller notre gouvernement sur ces secteurs vital de notre pays, malheureusement, auquel on ne fait aucune attention. C'est quand même dommage, puisque le secteur de la pharmacie ne gère pas seulement les médicaments. Le secteur de la pharmacie, en plus des médicaments, gère les produits toxiques, gère les produits chimiques, gère les plantes médicinales, gère les produits cosmétiques, les produits d'hygiène corporelle. Tout ça, n'est-ce pas ? Dans ces secteurs, je crois que c'est un grand secteur, et d'ailleurs un secteur qui est même lié à la sécurité nationale, puisque vous comprenez que les produits toxiques qui circulent aujourd'hui, n'importe qui peut les détenir, n'importe qui peut en faire n'importe quoi, ça constitue un grand danger sur la santé de notre population, n'est-ce pas? Je crois que le gouvernement devrait également s'atteler, n'est-ce pas, améliorer, si vous voulez, le secteur, puisque tous les budgets qui ont été votés dans ce pays, dans aucun budget on a vu une ligne allouée, si vous voulez, affectée au secteur de la pharmacie. Je crois qu'il est grand temps que le gouvernement puisse prendre conscience et jeter quand même un coup d'œil sur ce secteur combien vital du pays. Nous remercions Tunguna Mascoti Etienne à partir de Kinshasa, en RDC. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. Il n'y a pas de soins de santé sans bons médicaments et c'est pour veiller à la qualité des médicaments que le ministère congolais de la Santé a créé en son sein une direction de la pharmacie et du médicament. Cette direction a pour mission de contrôler le secteur pharmaceutique national et veiller à la qualité et à la disponibilité des médicaments modernes et traditionnels. Monsieur Daniel Ngeleka est le responsable de cette direction. Il nous a expliqué les stratégies du gouvernement pour combattre les faux médicaments. Il commence par admettre des insuffisances dans le circuit de commercialisation des médicaments en RDC. Il y a des médicaments qui sont vendus sur la rue. Il y a des établissements qui sont ouverts anarchiquement aussi, qui sont là. Bon, mais il y a quelques mécanismes que nous avons pu mettre en place, ou qui sont en place, quand bien même il faille les renforcer en plus, pour pouvoir lutter contre les mauvais médicaments, ou les médicaments de mauvaise qualité qui peuvent être au circuler chez nous. Et qu'est-ce que le gouvernement congolais fait en soi? Est-ce qu'il y a déjà un travail qui a été amorcé par rapport à ça? Ça fait combien de temps et quels en sont les résultats? Ok. Par rapport à ça, nous avons les systèmes d'assurance qualité que nous avons qui est mis en place, qui fonctionne tel qu'il fonctionne, mais qui peut peut-être être renforcé. En fait, nous avons les fonctions réglementaires d'une autorité nationale de réglementation qu'on exerce. Donc, la première chose qu'on met, il y a l'homologation des médicaments. Homologuer un médicament, ça signifie qu'on a évalué la qualité du produit, l'innocuité du produit et l'efficacité dans les dossiers techniques qu'on nous dépose. Et avant qu'on puisse accorder cette autorisation de mise sur le marché, on doit d'abord faire l'inspection des bonnes pratiques sur les sites de fabrication. En même temps aussi, comme troisième fonction réglementaire, ce serait le contrôle de la qualité de ce produit-là. Alors, quand il est de bonne qualité, que le site respecte les bonnes pratiques pharmaceutiques, à ce moment-là, on peut homologuer le produit, on lui donne une autorisation de mise sur le marché pour qu'il puisse circuler dans notre pays. En même temps, nous avons aussi le contrôle de l'importation. Aucun médicament ne peut entrer en RDC s'il ne fait pas l'objet d'une importation. Donc, tout produit qui doit entrer, il faut qu'il puisse obtenir une autorisation d'importation. On peut l'avoir en principe que quand on a une autorisation de mise sur le marché. En même temps, il y a les fonctions réglementaires de veille sanitaire ou la pharmacovigilance qui voient pour les produits qui ont été faits quels sont les effets indésirables qui se présentent chez les patients qui le prennent. Donc il faut qu'on en tienne compte. Si on voit que il y a certains effets secondaires qui reviennent et qui sont assez graves, on peut arriver peut-être à sortir les médicaments du marché. Nous avons aussi ce qu'on appelle la surveillance du marché. Ce qui veut dire que régulièrement, on passe dans tous les établissements pour pouvoir prélever les échantillons et on les fait analyser. Parce qu'un produit, il peut arriver
bon, à l'entrée il est encore bon, mais avec les conditions de conservation, les produits se dégradent et s'abîment, alors ils deviennent dangereux pour la population. Alors à ce moment-là, on peut les détecter avant. C'est ça on trouve par rapport à la surveillance du marché. Et aussi, il y a le contrôle aux frontières. Nous ne sommes pas aux frontières, bien entendu. Il y a un service qui est là, mais c'est plus avec la DGDA que nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent nous aider à détecter les mauvais médicaments ou les médicaments qui entreraient sans autorisation ou qui n'auraient pas ce qu'il faut pour qu'ils puissent entrer. La collaboration que nous avons avec la DGDA, c'est que nous leur remettons régulièrement le répertoire des médicaments qui sont autorisés à entrer ici. Comme ça, avec cette collaboration, on peut travailler pour pouvoir arrêter les produits qui ne seraient pas autorisés à entrer. Donc c'est ça un peu, en gros, ce qu'on peut faire comme mécanisme qui est mis en place pour qu'on puisse lutter contre les mauvais médicaments qui entreraient au pays. C'est vrai quand même que nous avons à le renforcer, surtout que nous n'avons pas de contrôle, le laboratoire national de contrôle de qualité. On a déjà fait une étude de faisabilité de ça, mais il faudrait qu'on puisse le mettre en place. Mais pour le moment, nous utilisons d'autres laboratoires qui nous aident pour le contrôle des qualités des produits. Est-ce que le ministère de la Santé est au courant de combien de pharmacies il existe en RDC? Est-ce que ces pharmacies-là qui existent sont bel et bien dans les normes? Non, nous sommes conscients qu'il y a des pharmacies qui sont ouvertes avec une autorisation du ministère de la Santé. Il y en a aussi qui sont ouvertes anarchiquement. Ceux qui sont ouvertes officiellement, bon, il y en a, ils ne sont pas très nombreuses qui sont là, mais ceux qui sont ouvertes anarchiquement, il y en a plein. Mais quand vous allez vérifier s'ils ont des papiers de l'État qui leur permettent d'ouvrir, vous allez trouver qu'ils ont des documents, peut-être que le bourgmestre a donné, peut-être qu'ils ont utilisé le truc de l'environnement, un peu de choses comme ça là qu'ils ont. C'est ça le travail qui doit être fait et conscientiser tous ces services-là qui ne peuvent pas donner une autorisation d'ouverture d'un établissement quand le ministère de la Santé n'a pas encore donné son autorisation. Eux, ils peuvent venir peut-être plus tard par rapport à d'autres demandes de la commune, peut-être en tant que commerçant, s'il y a des petites taxes qu'ils doivent payer par-ci, par-là, ça, ils peuvent venir le demander, mais ils ne peuvent le demander que quand nous avons déjà autorisé l'ouverture de ces établissements-là. Et là, ça demeure un problème. Si, c'est un problème. Maintenant, ce qu'on a commencé, c'est la vulgarisation des bonnes pratiques pharmaceutiques, un peu au niveau de tout le monde, pas seulement des professionnels de santé ou les professionnels pharmaceutiques, mais c'est à tout le monde, en commençant par les décideurs et même les personnes qui sont dans la rue, pour qu'ils puissent comprendre l'importance qu'il y a à ce qu'on puisse préserver la santé de la population en respectant les bonnes pratiques pharmaceutiques. Alors peut-être pour terminer, est-ce que la République démocratique du Congo a une entreprise ou une usine qui produit des médicaments Si, il y a à peu près 28 laboratoires qui fabriquent les produits. Hein. Bon, ils ne sont pas des grands détails, bon, mais il y en a qui sont là, il y en a à peu près 28. Et ce sont des produits qui sont vendus? Oui, ils sont autorisés à faire ça. Ils ont des produits, pour la plupart, presque tous, ils ont des autorisations de mise sur les marchés et ils se vendent dans les pharmacies. Bon, mais comme le besoin global du pays, c'est presque à peu près moins de 20% qui sont des besoins qui est résolu par les problèmes des produits qui sont fabriqués sur place. Et pour le reste, c'est l'importation en fait qui se fait. Mais il y a des bons produits qui sont là et qui circulent, qui sont autorisés à être vendus. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à rajouter? Le dernier mot à ajouter, je crois que la lutte contre les mauvais médicaments et les mauvaises pratiques qu'il y a, ça date depuis très longtemps. Il y a un temps, on a même utilisé la police pour chasser les gens, pour faire comme ça. Mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Vous les chassez aujourd'hui, ils reviennent encore demain. Mais je suis certain que c'est parce que on ne va pas à la cause première de ça pour que le système s'arrange. Je suis certain que si on pouvait aider les pharmaciens à s'installer, un peu comme dans d'autres pays, ça pourrait résoudre les problèmes.
Aujourd'hui, les pharmaciens, il est assez pauvre. Quand il va à la banque pour qu'on puisse lui prêter de l'argent pour qu'il puisse s'installer, on va lui demander des garanties et un certain nombre d'hypothèques qu'il ne peut pas avoir. Donc, il ne peut pas accéder à ça. Mais dans d'autres pays, il suffit juste d'avoir son diplôme. On se présente à une banque, c'est déjà une garantie pour qu'on te donne de l'argent et que tu puisses t'installer. Si on peut arriver à faire ça, ou qu'il y ait des gens de bonne volonté, qu'on puisse avoir un fonds de garantie pour pouvoir garantir le prêt que les banques pourraient donner aux pharmaciens pour qu'ils s'installent là où la cartographie a déjà indiqué qu'on doit s'installer, je crois qu'on résoudrait le grand problème par rapport à ça. Et que si on a des pharmacies, des pharmaciens bien répartis sur tout l'étendue, on pourrait peut-être passer aussi à ce que dans d'autres pays on a fait comme en Tanzanie, les ados, c'est-à-dire quelques établissements de points de vente qui auraient un nombre limité de produits, après qu'on ait appris à ces personnes-là pour qu'ils puissent savoir comment il faut les dispenser. Mais ces points de vente-là dépendraient d'une pharmacie, d'un pharmacien. Peut-être que ça pourrait résoudre les problèmes dans le temps et qu'on ne verrait pas les produits sur les rues qui se vendent comme ça. Nous remercions M. Daniel Ngeleka qui était au micro de Chouchou Kaoua depuis Kinshasa. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. La question de la semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa. Pour y répondre, nous avons sollicité l'expertise du Dr Armand Guincap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Moi, c'est le passé Abbé Kassongo. Je suis à Kinshasa, dans le quartier de Badiadi. Abeka, tu appelles pour poser une question à notre expert. C'est quoi ta question? Oui, alors docteur, ma question est celle-ci. Je souffre la carie. Qu'est-ce que je dois faire pour que je sois guéri de la maladie de la carie dentaire? Merci beaucoup Abeka d'avoir appelé et l'expert est là pour te répondre. Ça va, merci beaucoup. Ce que je peux expliquer à Abeka, c'est que la carie dentaire, très souvent, provient d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Pour se débarrasser de sa carie dentaire, il faudrait qu'il puisse adopter vraiment un comportement sur le plan de l'hygiène bucco-dentaire assez strict. La première chose que je lui conseille, c'est de pouvoir, dans un premier temps, entretenir sa dentition en la brossant le plus régulièrement possible. Au minimum 2 fois par jour, pourquoi pas 3 fois, mais s'il peut déjà brosser ses dents matin et soir, ce serait déjà une très bonne chose, surtout après les repas. La deuxième chose, je conseillerais à Abeka d'utiliser des bonnes bouches. L'avantage des bonnes bouches, c'est qu'ils sont très efficaces contre les bactéries. Et ces bonnes bouches-là aussi aident à conserver une bonne haleine, une haleine du moins fraîche, et permet de lutter contre la plaque dentaire, cette plaque dentaire qui est souvent source de survenue de carie dentaire. Et enfin, le troisième conseil que je vais donner à Abeka, c'est de consulter un dentiste au moins une fois par an, afin que ce dentiste-là puisse examiner sa dentition, lui faire un bon détartrage. Et voilà des conseils d'une bonne hygiène bucco-dentaire qui pourront permettre à Abeka de pouvoir éviter d'avoir des caries dentaires assez fréquentes. Merci docteur. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux faux médicaments en République démocratique du Congo. Nous avons reçu comme invité M. Tunguna Mascoti-Etienne, secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens de RDC. Il nous a expliqué comment et pourquoi les faux médicaments circulent dans ce pays, ainsi que les conséquences sur la santé des populations. Nous avons écouté le témoignage de M. Daniel Ngeleka, le responsable de la direction et de la pharmacie et du médicament. Il nous a présenté les mesures prises par le gouvernement pour combattre les faux médicaments. Notre consultant, le Dr Armand Guincap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci également à Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité et à Chouchou Kaoua, notre correspondante à partir de Kinshasa. Georges Léonard Sagno assurait la réalisation et Blandel Thomas était à la console. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa.
Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.